Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au balado d'entretien Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Robert Laplante, éminence grise de la critique de bande dessinée au Québec qui œuvre tant à la radio que dans la presse écrite et sur Internet. Robert Laplante, doyen des critiques de bande dessinée au Québec. Salut. Bonjour. Doyen, c'est un mot avec beaucoup de pression, là. Ancêtre, Oh! peut-être. Dinosaure. Ah, non, 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 parce que dinosaure, c'est un jugement de valeur. Doyen, c'est une marque de respect, mais c'est aussi de replacer les choses dans leur contexte. Robert Laplante, tu critiques la bande dessinée, on pourrait dire depuis plusieurs décennies. Hein? Tu as eu une tribune à la presse, notamment. Tu as animé l'émission de radio au Pays des Bulles pendant de nombreuses années. Euh, donc, tu es là, toi, dans le panorama de la bande dessinée québécoise depuis, et là, je ne veux pas tomber dans l'âgisme, donc par coquetterie, je ne dirais pas depuis combien de temps, mais quelques décennies tout au moins. Oh, depuis, je dirais, 1985 ou 1986, quand je suis rentré en communication à l'UQAM, après mon bac en histoire, et puis un an à VGT à me demander ce que j'allais faire, je suis rentré en com pour accompagner mon coloc de l'époque, qui était mon meilleur ami. Il se présentait lui aussi. Lui n'a pas été accepté. Moi, j'ai été accepté. J'ai perdu un coloc, j'ai perdu mon meilleur ami, mais on a renoué contact il y a une dizaine d'années. Donc, il OK. m'en voulait moins, là, pas trop pire. Et après une année en com, j'ai un ami, Romain Polander, qui est un comédien et un dramaturge de théâtre pour enfants et scientifique, qui avait une émission à CIBL, l'émission du matin, avec ses amis, le Bernard Carès, qui est un des membres des Mimes électriques, Ouais. et un autre dont j'ai oublié le nom. Et on a fait, ils m'ont contacté pour faire une chronique BD toutes les semaines. Donc, ça doit dater de 85 ou 86. J'étais très mauvais à l'époque. Quand je réécoute ces tapes-là, je dis pas que je suis bon à cette heure, mais quand je réécoute les tapes de l'époque, c'était assez. Je parlais vite, c'était. Mais c'est mon premier contact à faire à critiquer de la BD. C'était bébé Robert enthousiaste. Oui, un Robert Joufflu. C'est fou parce que, bon, tu sais, avant toi, il y a eu. Évidemment, il y a des gens qui, au fil de l'histoire, depuis les années 70, là, ont couvert sporadiquement la bande dessinée. On n'a qu'à penser notamment à Jacques Urtubise, hein, qui écrivait, qui dessinait dans le jour Le Sombre Vilain, mais qui écrivait aussi, qui tenait des chroniques. Jacques Sanson, hein, qui a écrit Ben pour oui, les Monsieur cahiers de la bande Sanson. dessinée, qui était correspondant québécois, et qui a écrit sur Red Ketchup, sur Valium, sur Julie Doucet dans les cahiers de la bande dessinée dans les années 80. C'est quand même extraordinaire. Et là, tranquillement, dans les années. Bon, il y a Pierre Huet aussi qui, dans les années 80, si ma mémoire me sert bien, il me semble que dans la presse, sporadiquement, il écrivait sur la bande dessinée. Et donc, bref, avec le journal Voir, le Ici, tout à coup, tranquillement, il y a eu des tribunes. Je me souviens de Denis Laure qui en parlait dans Le Devoir, mais on ne peut pas parler d'une grande tradition au Québec, Robert, de la critique de bande dessinée au niveau de sa pérennité. Il y a eu sporadiquement des choses, mais à quoi t'attribues ça, euh, le fait que malgré toutes ces tentatives-là sporadiques, il n'y a pas comme pour le théâtre, pour le cinéma, pour la danse contemporaine, pour la nourriture, pour l'art pictural. Pourquoi, selon toi, on- la critique bande dessinée est encore à la remorque à ce jour en 2025? Moi, je pense que si on revient à l'époque de M. Sanson et des autres que tu as nommés, euh, moi, quand je suis rentré dans l'idée de faire une critique BD, je voulais un peu concilier entre la BD populaire et la BD, on va dire, plus d'auteur, plus expérimentale. Mm-hmm. Parce que je pense que l'analyse de la BD, le regard sur la BD, c'est un peu fait kidnapper par des universitaires qui ont décidé de faire de la sémiologie, des sémiologues qui appréciaient beaucoup. Ce qui fait que la BD populaire, et la BD populaire de qualité, là, pas juste du Lucky Luke et des Schtroumpfs, qui semblait être souvent l'idée que les chroniqueurs plus populaires traitaient,
cette rencontre-là d'une BD populaire de qualité, comme on parle d'un cinéma populaire de qualité Mhm. dans les années 50-60, quand on pense à des films de Michel Audiard ou Ouais. de Georges Lautner, là, tu sais, des grands des films, tu sais, des films populaires, mais au sens noble du terme, ça existait moins, on faisait moins de cette conciliation-là. Et j'ai l'impression que, à la différence peut-être maintenant du cinéma et de la télé et du théâtre, la BD elle est encore aux prises avec cette dichotomie qui est un peu celle de toute la société québécoise, à peu près toute, là, entre ce qui est populaire et ce qui est plus, on va dire, plus intellectuel, plus recherché. Et il y a pas beaucoup de ponts qui se font entre les deux. Et moi, ce que je voulais faire, et c'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie, et je sais que c'est aussi, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois de toi, ce que c'est de faire aussi, c'est de faire le pont entre ces deux familles de BD-là. C'est-à-dire qu'on peut autant aimer un Blueberry que aimer un Julie Doucet, et qu'on peut Ben appliquer oui. la même Oui. grille d'analyse à un Ouais. Blueberry qu'à un Julie Doucet. Ce que je reproche à beaucoup de critiques BD, de gens qui se disent critiques BD, parce que moi, je ne me dis pas critique BD, ce que je leur reproche, c'est souvent d'essayer de se définir, eux, à partir de ces œuvres-là. Fait, à- Abraham, Alan P. Myriam, qui est un grand ethnomusicologue, disait dans son bouquin, qui m'a été très utile toute ma vie, de l'anthropologie de la musique, qu'une des fonctions de la culture et de la musique, c'est de se distancer des autres, de se différencier, montrer que nous autres, on a la bonne culture et que les autres n'ont pas la bonne culture. Donc, la culture devient un moyen de montrer notre spécificité. C'est-à-dire, je prends un exemple ridicule, j'aimais Coldplay, mais j'aimais Coldplay à l'époque où il ne s'appelait pas Coldplay. C'est-à-dire qu'on était quatre qui les aimaient dans l'univers. Je trouve que moi, j'ai un goût qui est comme plus solide que celui qui a pris Coldplay parce que c'était hyper populaire. Et je trouve qu'on est beaucoup encore dans cette idée-là. Moi, bon, je vais peut-être me faire un ennemi. Je dirais, je fais de Marc Cassivisme, faire du Marc Cassivisme en l'honneur de Marc Cassivi. C'est Ouais. dire, moi, je connais ça, donc automatiquement, je suis comme meilleur que vous. Je sais c'est quoi le bon goût. Moi, le bon goût, je ne sais pas c'est quoi. Moi, je sais ce que j'aime. Et quand je lis une œuvre, même si je ne l'aime pas, j'essaie de trouver des trucs qui pourraient intéresser mes lecteurs ou mes auditeurs. En leur Parce que disant, c'est regardez, il y ça a le ça qui travail. existe. C'est Oui, exactement ça le travail. Pour moi, le cœur du travail en médiation culturelle, parce que moi, je te considère comme un médiateur culturel en bande dessinée, c'est de faire de la prescription littéraire. C'est d'être capable de se dégager de cette question identitaire-là. Parce que ce que tu viens de dire, en fait, c'est que les gens se définissent par rapport à leur goût. Et ça, c'est très juvénile. Quand on est adolescent, c'est normal, c'est viscéral de s'identifier à un style de musique, puis si l'autre à côté n'aime pas ça, c'est un imbécile consumé. Et moi, je détiens la vérité. Et si on est juste quatre à la détenir, ben ça fait juste quatre personnes brillantes, tu comprends? Mais c'est par manque de maturité, c'est normal. On se définit, on se construit. Mais vient un moment où il faut, nous, je pense, Robert, et corrige-moi si je me trompe, mais c'est ça que tu dis, il faut que je m'extrais de l'équation parce que mon travail, c'est de regarder un objet culturel et de me dire, OK, de quoi est-il question là-dedans? Une fois que j'ai trouvé l'angle, de quoi est-il véritablement question là-dedans et à qui ça s'adresse? Et oui, à partir de là, tu sais, moi, si Robert, si par exemple en 15 ans au Journal de Montréal, mon seul moteur aurait eût été de parler de choses que j'aime, j'aurais jamais toffé 15 ans. J'aurais été là un an. mais c'est ça, tu as parfaitement raison. Et je rajouterais à ce que tu dis aussi, il n'y a pas juste notre construction, il y a le fait le regard, comme disait l'anthropologue Erving Goffman, le regard de l'autre pour nous définir est extrêmement important. Alors, je vais donner un exemple. Paul Arcand, il y a quelques années, avant de prendre sa retraite des ondes, il a confié que le film Le Destin d'Amélie Poulain, le fabuleux Destin d'Amélie Poulain, il ne l'avait jamais aimé. Euh,
Mais à l'époque, il disait qu'il l'avait aimé. Puis là, il expliquait à la chroniqueuse culturelle, Mme Brisson, qu'il l'avait jamais aimé, mais qu'à l'époque, il n'osait pas de le dire. Parce que tout le monde disait qu'il aimait ça, puis tout le monde trouvait que c'était la plus grande invention depuis le pain tranché. Oui, je me Alors, il souviens. y a ça aussi. Moi je l'ai beaucoup aimé, le dessin d'Amélie Poulain, là, puis je l'aime encore. Il y a aussi ça, on a peur des fois de dire j'aime, mettons, un tunique bleu parce que tout le monde disait on aimait des tuniques bleues. Comme c'est de bon ton de dire que tel Astérix c'est pas bon ou tel Astérix c'est bon. Je pense qu'on a, dans le terme juvénile, tu as raison, on a peur d'être un tireur solitaire, si tu me permets cette expression-là, Oui. d'être celui Par qui les est temps qui courent, Robert, tu me oui. permettras d'être un peu dubitatif, mais oui, allons-y. D'être celui qui est en marge, d'être celui qui dit OK, c'est bien intéressant tel livre d'auteur, mais ça valait ça la peine de le faire, tu sais? Ah, Qu'est-ce que ça raconte? Tu sais, il y en a un qui a gagné, là, j'ai trouvé sympathique, là, j'ai pas le titre, mais il a gagné le prix, le prix des trophées à Montréal là, pour la BD là, cette année, qui sont remis au festival de une BD américaine qui est publiée en français, qui raconte OK. la vie d'un dessinateur de BD, puis ses problèmes avec sa mère qui a le cancer. Bon, c'est intéressant. Est-ce que ça mérite 300 pages? Je ne sais pas, je pense pas. Est-ce que je pense que les gens ont peur de. Ils ont peur ou ils connaissent pas vraiment leur. Ils ont peur d'affirmer leur goût, véritablement, de peur de dire t'es plus dans la gang. Mais tu vois, c'est pour ça que je trouve que le travail qu'on fait, Robert, euh, je pense que c'est pour ça qu'il faut mettre les choses au clair rapidement. Moi, quand je suis entré au Journal de Montréal, euh, puis que j'ai compris qu'une page dans le Journal de Montréal, ça a une valeur monétaire. Puis donc, ça a aussi une valeur aux yeux du milieu parce que un bon papier, un papier favorable va aider pour une demande de subvention pour un artiste ou pour une soutenance d'une structure éditoriale ou peu importe. Conscient de ça, moi, ça m'a donné un peu le tournis parce que je me suis dit, OK, donc j'ai une responsabilité. Et en mon âme et conscience, il faut que je travaille fort. Et il faut. Et il faut pas que j'aille d'a priori. Puis des a priori, on en a tous. Puis je continue à en avoir. Tu sais, j'ai fait une entrevue, juste pour citer un exemple. Là. J'ai fait une entrevue au balado avec la gang de Nick à Feu pour le collectif La Flopée, là, la gang de Québec. Puis quand j'ai eu ça entre les mains, ma première réaction, puis je leur ai dit candidement, j'ai fait bon, un autre collectif. Et là, j'ai eu encore une leçon d'humilité parce que j'en ai jamais assez. J'ai commencé à lire, puis je me suis dit, hey, Dom, ta gueule. Parce que c'est fichtrement bien torché, c'est bien dirigé, c'est bien mis en page, c'est vraiment. C'est un des meilleurs collectifs que j'ai lus depuis très, très, très longtemps. Ça m'a ramené à l'ordre. L'a priorité, le travail, je pense, de médiation ou de critique, c'est ça. Pour moi, un tunique bleu a la même valeur qu'un Julie Doucet au point de départ, c'est-à-dire tous les deux, c'est de la bande dessinée. Après, regardons comment c'est fait. Qu'est-ce que ça raconte? Quel angle? Puis là, tout à coup, peut-être, tu sais, Julie Doucet, je veux dire, c'est dur de lui reprocher quelque chose. C'est tellement une grande dame de la bande dessinée. Et ce qu'elle fait, c'est tellement extraordinaire que Julie Doucet, quand elle fait quelque chose, elle ne fait pas le pied sur le frein, elle fait à fond la caisse. Un tunique bleu s'inscrit plus dans une logique commerciale et marchande. Mais il en demeure pas moins que les auteurs qui font les tuniques bleues peuvent quand même y mettre leur cœur, même s'il s'agit d'un produit. Et moi, je trouve que c'est ça le danger, c'est l'échelle de valeur dans ce qu'on fait. Oui, oui. C'est Mais s'embarquer dans des chapelles. oui, et c'est pas vrai qu'un album c'est pas vrai non plus qu'un album qui est champ gauche, qui est dessiné dans une approche peut-être un peu plus trendy, a plus de valeur automatiquement. C'est pas vrai, ça. Il faut être en mesure de départager le vrai du faux. Et je pense que c'est ça aussi notre travail. C'est Oui, pas vrai que parce exactement. que c'est ça. Moi, je me méfie toujours des produits avec un aura, puis je dis produit, je sais que je vais me faire torcher, mais bon, je me méfie toujours d'un livre ou d'un produit avec un aura très, très artistique parce on essaie déjà
de nous orienter vers le roman graphique ou vers la bande dessinée qui a plus de valeur. Pour moi, ça, c'est des chapelles qui n'ont pas lieu d'être. Moi, je pense que ce qu'il faut viser, c'est l'ouverture et l'ouverture aux autres produits, à tout ce qui ne fait pas partie de nous. Et l'écoute. Là, on parle de BD, mais l'écoute à ce que l'auteur raconte. Moi, je me considère, enfin, j'ai peut-être pas raison, mais ben, je me considère comme une personne que, en tout cas, je dirais jamais que je suis un gourou. Et je ne veux pas qu'on suive ce que je raconte. C'est-à-dire, moi, je suis capable d'aimer un film de Lars von Trier, disons, Mhm. sous-titré, et après ça, écouter un film euh, de spéléologues demoiselles qui sont dans une caverne, qui se font attaquer par des mutants qui glow in the dark. Ouais, C'est un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle La Caverne, je crois, ou un ouais. truc de même. Moi, c'est le plaisir que je trouve dans ces. Je trouve du plaisir dans ces deux films-là. Je ne vois pas de. Tu sais, je ne cherche pas de huitième ou de neuvième degré parce que c'est mauvais ou ces trucs-là. Moi, ce que j'aime, c'est le plaisir de lire une BD. Si la BD m'accorde un plaisir, qu'elle soit d'une BD d'auteur ou un roman graphique ou une BD plus commerciale ou une BD alternative, si j'ai du plaisir à la lire, le- la règle est là. C'est- Elle a été me chercher. Pour moi, c'est la base extrême. Je me fous des chapelles, puis je me fous qu'un tel dise tu ne devrais pas aimer ça. Ça me fait plaisir, j'ai du fun à l'aller, pour moi, c'est parfait. Mais cette échelle de valeur-là, Robert, elle n'était pas là au point de départ dans les années 80 quand tu as débuté ta carrière. Non, elle est arrivée avec le temps, mais j'ai toujours été éclectique dans mes goûts. Mhm. J'ai toujours détesté les chapelles, j'ai toujours détesté me faire identifier parce que je consommais culturellement. Quand j'étais en secondaire, au secondaire 5, il y a eu une grande étude qui a été faite d'un CLSC, qui a été publiée dans le Journal de Montréal, qui parlait des valeurs culturelles des jeunes. Et là, on s'apercevait que les jeunes les plus ouverts culturellement, selon l'étude du CLSC, là, mais regarde, à l'époque, je ne m'intéressais pas au nombre de personnes qu'ils avaient rencontrées et aux questions qui avaient été posées. Alors, eux autres, ils dessinaient les portraits types des personnes selon sont-ils ouverts culturellement ou est-ce qu'ils sont de parfaits imbéciles qui vont voter pour la CAQ dans 10 ans, mettons. Mm. Alors, pour eux, les plus ouverts, les plus impliqués socialement, c'était les punks. Et les plus caves, ceux qui allaient être le commun du mortel, c'était ceux qui avaient des jeans, des cotons ouatés, puis des chandails Adidas dans le temps, qui étaient le chandail blanc, pas les chandails, les souliers Adidas, qui étaient le soulier blanc avec les deux ou trois barres là, bleues, Ouais. là, je ne me souviens plus du nombre de barres. Alors pour eux, c'était la valeur. Les punks étant exceptionnels, super créatifs, et les autres, de monsieur, madame, tout le monde, qui allaient voter pour la CAQ ou qui n'allaient pas s'impliquer dans la société. Et ça m'avait tellement choqué en disant que c'est pas vrai, on ne peut pas catégoriser ces gens-là parce que les punks que j'avais à mon école, premièrement, c'était des punks d'Outremont. Je n'allais pas à Outremont, mais c'est ce que j'appelle le modèle punk d'Outremont. C'est-à-dire les punks dont les parents ont beaucoup d'argent et qui ont des jeans déchirés, mais avec des coutures autour des jeans pour pas que la déchirure s'agrandisse trop, Ouais, là. ouais, ouais, ouais. C'était pas les punks qu'on retrouvait au Foufoune puis les punks qu'on retrouvait dans le côté anglophone de Montréal. C'était vraiment des punks intellectuels là, et bourgeois. Ça, c'est ces gens-là qui passent pour des gens plus ouverts. Moi, ceux que je connais, ils n'en écoutent même pas du punk, tu sais. Alors que moi qui écoutais de la musique, du jazz, du word beat, du prog, même si c'était plus la mode, je passais pour une espèce de résidu de banalité. Et ça m'insultait. Je me suis aperçu que dans le cinéma aussi, on ne pouvait pas catégoriser des gens à partir de ces archétypes-là qu'on a fini par intégrer mentalement à cause de ceux qui nous ont enseigné, là. Tu sais, je fais un peu une dénonciation du drama, du penseur Adorno là, qui parle de l'eau et de high culture. Et ça m'a fatigué parce que j'étais toujours moi, j'ai toujours eu le cul entre deux chaises. Entre ceux qui se disent intellectuels et ceux qui se disent qu'ils viennent des classes populaires et qui sont plus
d'un esprit ouvrier entre ceux qui se disent européens et ceux qui se disent américains. Moi, quand j'étais avec des ouvriers, qu'on me parle trop de sujets hyper populaires, de Taylor Swift, ça me tape ses nerfs. Mais quand j'étais avec des intellectuels qui décortiquent trop, ça me tape ses nerfs aussi. Ben, moi, j'aime pas ça, j'aime pas ces catégories-là, ces images-là. Comme chantait Chris Christopherson, qu'un paradoxe vivant, c'est ce qu'il chantait dans sa chanson Le Prophète, qu'un paradoxe vivant, c'est un paradoxe sur deux pattes. Je suis tout et rien en même temps. Et je trouve que mon rôle, c'est de dire il existe tel type de BD, tel type de BD, tel type de BD. Pigez dans ce qui vous plaît. L'important, c'est d'en lire. Ouais. Ouais, puis ça fait Pliez-vous pas au goût longtemps. des autres. Puis tu sais, bon, dans ta pratique, tu as toujours été justement assez ouvert, très ouvert en fait. Tu sais, moi, je me souviens de ton émission de radio au Pays des Bulles, où d'ailleurs, je me suis souvenu que tu m'avais reçu sur le coup quand je préparais l'entrevue. La première chose qui m'est revenue à l'esprit, c'est la publication au Pays des Bulles, broché l'espèce de bulletin d'information. Ça, c'était vraiment cool, là, c'était vraiment novateur. Puis là, je me suis dit, mais non, mais attends, t'es allé au micro de Robert. Là, je me suis souvenu après coup que tu m'avais invité. Puis tu sais, moi, je l'écoutais ton émission et tu couvrais très vastement la scène déjà à l'époque. Je te lisais aussi dans la presse au début des années 2000. Je me souviens notamment d'un article que tu avais consacré à Left Hand sur son album Le Palais dégueulasse qu'il avait dessiné pour un petit éditeur européen. Ouais, un truc Euh, comme Six pieds sous terre ou une Six pieds bebelle sur de terre, même. ouais, je pense. Ou Amok ou Frémok. En tout cas, ouais, une petite structure éditoriale. Euh, donc, moi, je trouvais ça admirable comme lecteur que tu parles de Left Hand dans la presse en 2004-2005. Tu sais, je veux dire, personne parlait de ça. C'était un petit peu plus compliqué pour la presse. Pour le Pays des Bulles, j'avais totale liberté et je pouvais parler de ce que je voulais. La presse, et j'ai eu le contact grâce à Chantal Guy qui travaillait là. Ouais. C'était une amie avec qui j'avais travaillé, qui m'avait présenté Jocelyne Lepage, qui était sa belle-mammam. C'était la fille Ouais. de Caillou. Je m'entendais bien avec Caillou. Puis Jocelyne m'avait dit, OK, je te prends à l'essai, là. Puis, fait que, au fil du temps, j'ai réussi à m'imposer, mais à chaque fois que je déposais, il fallait que je propose un sujet avant. Et si j'ai pu parler de Left Hand, c'est parce qu'il venait d'adapter en BD un des grands héros du polar français. Voilà. Alors, ça me Le poulpe. permettait, oui, le poulpe, ça me permettait de parler de Left Hand. Alors, il fallait qu'à chaque album que je parlais dans la presse, c'était comme un combat pour faire accepter le papier avant, là. Ah oui, mais ben, c'est fou, hein, comment, quand Parce même. qu'on m'a déjà répondu, je voulais couvrir le Festival de Québec Ouais. une année pour la presse, parce qu'il y avait des auteurs intéressants. Puis ils m'ont dit, les lecteurs de la presse ne vont pas à Québec. Ben non, mais il y a des lecteurs de la presse à Québec, Robert. Voyons. Oui, mais dans le temps, il y avait un gros cahier, il y avait un gros cahier livre, hein. Ouais, je me souviens. Alors, moi, la BD, c'était pas tellement couvert. Et c'était couvert parce que Jocelyne, Dieu à son âme, très, très grande journaliste avec qui j'avais beaucoup de plaisir, Jocelyne était sensible à ça, à la bande dessinée, parce qu'elle venait elle venait des arts visuels. Ouais. Mais elle a Elle elle-même touchait. écrit sur la. Mais elle a elle-même écrit Jocelyne sur la bande dessinée. C'est ça. Ouais. Mais celui qui était avant Jocelyne, lui, ça ne l'intéressait pas, la bande dessinée. J'ai oublié son nom, ça ne l'intéressait pas du tout. Alors, on n'en parlait pas de bande dessinée. Donc, pour arriver, c'est très tributaire du rédacteur, du chef de section, si on veut. Ouais. Alors, pour Jocelyne, pour être capable de rentrer dans l'idée de la presse, il fallait que je couvre des trucs importants. Alors, j'ai réussi à leur vendre aussi un papier sur ceux qui reprenaient des BD, parce qu'il y avait un nouveau Blake et Mortimer qui sortait à l'époque. Alors, Ouais. j'avais interviewé quelques auteurs en France qui reprenaient des BD. Alors, on reprenait des trucs de même. Il y avait aussi un autre truc à la presse, c'est que c'est un journal syndiqué. Moi, j'étais pigiste.
Et il y avait une journaliste syndiquée à la presse, dans le cahier livre, dont je ne mentionnerai pas le nom, mais elle est rendue au devoir à cette heure. Je me souviens bien, puis elle a fait le cinéma, mais elle a Ben fait des là. livres pour enfants aussi. Mais je ne mentionne pas son nom. Mais Il n'y a non, pas moi de non problème. plus, là, mais je sais très bien de qui tu parles. Qui était très, très fâché après moi parce que pour deux raisons. Premièrement, parce que j'avais eu dans la couverture du cahier du livre, parce que je faisais aussi des romans à l'occasion, j'avais eu Eliette Abécassis qui avait écrit un très bon bouquin qui s'appelle Qumran, qui est adapté en BD, qui est un trailer historico-religieux. Je l'avais eu en entrevue, et elle ne l'avait pas eu. Et parce qu'après ça, elle voulait avoir Bilal en entrevue euh, en Europe. Et Bilal avait accepté de donner qu'une seule entrevue, c'était à moi. Le seul journaliste montréalais qui pouvait parler à Bilal, c'était moi. La relationniste avait dit c'est Robert Laplante, je suis levé au Salon du Livre. Elle a dit oui, j'ai eu beaucoup de plaisir avec lui. Je vais y parler, il n'y a pas de problème. Depuis ce temps-là, on a fait les autres entrevues avec. Fait que ça, j'ai aussi un peu subi les foudres. Jocelyne, elle voulait me donner plus de papier, mais elle me disait tout le temps, il y a les contraintes syndicales aussi à régler. C'est vraiment dommage parce que, puis tu sais, tu touches un point, là, le fait que Bilal donne peu d'entrevues, il y a une raison pour ça, puis c'est pas parce qu'il est snob. En fait, le snobisme n'a rien à voir avec ça. C'est que Bilal, il est écœuré de parler à des journalistes généralistes qui lui demandent mais pourquoi la BD? Qu'est-ce qu'une BD? Qu'est-ce que vous avez lu quand vous étiez jeune? Bilal, c'est un artiste. Si il décide d'accorder de son temps pour parler de son travail, il n'a pas envie de se faire poser des questions stupides puis des questions de base. Parce que la BD, pourquoi? On s'entorche. Quand tu fais partie, quand un auteur produit, crée un album de la stature de Partie de chasse ou Bog, mettons, donnons un Ouais. référent beaucoup plus récent, Bog, l'auteur, il a envie de parler de son travail et de son travail et de sa résonance dans le monde dans lequel il est. Alors, si on lui pose des questions connes, ben lui, il perd son temps. Et c'est ça le problème. Moi, je trouve, Robert, je pense que c'est à ce jour le plus grand échec de la bande dessinée. C'est que malgré le fait qu'ici au Québec, on n'a jamais eu autant de tribunes, même si là, il commence à disparaître de plus en plus, euh, c'est que on est à la remorque parce que les chroniqueuses et les chroniqueurs culturels là, qui sont habilités à parler de cinéma en 5 minutes ou d'un film ou d'une exposition, quand ils arrivent devant la bande dessinée, ils sont complètement désarmés. Or, la bande dessinée, pour moi, c'est la convergence de la littérature, du cinéma, du théâtre, de l'art visuel, de la danse. C'est la convergence de tout ça. Si tu te sens en mesure de parler d'un film, viens pas me dire que tu n'es pas une spécialiste ou un spécialiste de la bande dessinée. Pour moi, ça, c'est de la bouillie à chat. Je sais pas ce que tu en penses. C'est peut-être qu'ils ne sont pas en mesure de parler d'un film aussi. Ah, ben là, oui, mais Peut-être, ça, oui, là, on s'en va dans un autre chemin, là, mais oui, là, c'est on s'en va peut-être d'un ça autre. aussi, Ouais. là. C'est peut-être que les gens manquent de références, là. L'avantage avec Bilal, c'est qu'on peut l'amener. Tu parlais de Partie chasse. Moi, je l'ai aussi interviewé pour un de ses films. Et on pouvait parler aussi de l'effondrement du communisme. Avec Bilal, il y a plein de sujets qu'on peut aborder. Ben oui, c'est Mais sûr. dernièrement, j'ai fait avec Xavier Cosse pour son bouquin sur l'île, qui a pris d'après un texte des souvenirs de Decombe. Puis Ouais. on a tout abordé la question de l'absence de décor, de l'espèce de mer qui est juste un horizon, de la solitude du dessinateur, puis de la solitude de son personnage. Mais c'est des trucs auxquels peut-être que ces gens-là ne pensent pas parce qu'ils n'ont pas toute la connaissance voulue. Puis je ne dis pas que j'ai plus de connaissances, là, mais je dis que je suis capable de faire, avec une culture générale, on est capable de faire des liens un peu partout. C'est peut-être cette culture-là générale qui est moins importante aussi. Tu sais, t'en reçois des communiqués de presse pour la bande dessinée, j'en reçois aussi. Puis souvent, ça me fait rire parce que je me dis, mais qui écrit ces communiqués de presse-là? Comment se fait-il? Moi, je l'ai lu, l'album. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas question de ça dans le communiqué de presse? Parce que le communiqué de presse,
s'il est bien écrit, qui est bien rédigé, qui est clair, ça va beaucoup aider la cause du livre et de l'éditeur et de l'auteur et de l'autrice. Pourquoi? Parce que c'est souvent ça qui est régurgité par des chroniqueuses et des chroniqueurs culturels. Puis, tu sais, dans le fond, quand ils parlent d'un film, puis qu'ils disent, ah, j'ai beaucoup aimé ça, puis ça a fait tant d'entrées en salle, pendant qu'ils font ça, ils parlent pas de l'œuvre à proprement parler. C'est- Et de la bande dessinée, si tu parles pas du découpage, si tu parles pas de l'approche graphique, si tu parles pas du cadrage, mais que tu parles juste du sujet abordé de l'album, ben tu passes à côté parce que encore une fois, la bande dessinée est spécifique en ce sens où c'est à la fois c'est le dialogue que, que cet art-là entretient entre l'image, entre l'écriture graphique et l'écriture en prose. Puis oui, à ce jour, je ne sais pas pour toi, moi je trouve ça encore intimidant, Robert, quand je m'assois, que je lis pour la première fois un album de bande dessinée dans l'optique de le chroniquer, d'en parler. À ce jour, je trouve ça intimidant. Puis je trouve que j'ai une responsabilité parce que je me dis, l'artiste, l'éditeur a investi du temps. Est-ce que je suis habilité à réellement comprendre cette proposition-là? Et si oui, vais-je être en mesure de la mettre en lumière? Non, Et, les mêmes questionnements avant de commencer. mais c'est du travail faire ça. Ben, pour critiquer une BD, il faut que j'en lise 10. Parce que moi, je fais un peu mien ce qu'avait dit Mme Grimaldi quand elle était encore chroniqueuse. Il y a plein de mauvais stocks qui sortent, il y a plein de gens qui parlent de mauvais stocks. Je veux juste parler de stocks que j'ai aimés. Mais c'est possible des fois que je suis moins optimiste, que je fasse une descente en règle d'une œuvre, là. Mais d'habitude, je vais choisir celle que je considère qu'un lecteur devrait lire parce qu'elle est importante. Comme là, je suis Mhm. en train de faire un papier sur une BD de Montesquieu et de Neville qui s'appelle Moi, Jules César, aux éditions Alary. C'est Ah une ouais? biographie de Jules César, pas toujours bien dessinée, qui aurait pu être plus précise dans le dessin, mais absolument fascinante parce que on évite tous les pièges des biographies historiques qui font que les personnages sont désincarnés pour rendre un César très vivant. Moi, c'est une période qui me fascine beaucoup. Puis c'est une BD de 300 pages que j'ai lue en une journée, là. Je suis resté toute la journée à la lire. Je ne pouvais pas bouger parce que ça me fascine. Et tu vois, mais pour arriver à ça, j'en ai lu 10 autres là, avant de me dire c'est celle-là que je prends. Oui, puis non seulement ça, mais il y a aussi le fait que au fil du temps, ta culture personnelle se construit, tes référents se multiplient, tu sors de chez vous, tu vois des films, tu écoutes un nouvel album. Je veux dire, c'est ça aussi le travail. Puis, tu sais, mais il faut commencer quelque part. Et j'ai envie de te poser la question parce que moi, Robert, là où j'en suis présentement dans mon travail, j'ai l'impression que je peux enfin commencer à faire ce que je fais depuis 15-20 ans. J'ai l'impression que je commence à peine à avoir la légitimité pour le faire parce que ça prend une vie se construire. Puis parce que quand tu parles d'un objet culturel, si tu n'es pas capable de le mettre en relation avec autre chose, je pense que tu passes à côté de ton mandat. Parce que il faut savoir attraper les gens ailleurs que juste par la bande dessinée. Puis je pense que la bande dessinée gagne, euh, euh, tout le monde gagne à ce qu'elle soit mise en relation avec autre chose et qu'elle ne se referme pas sur elle-même. Alors moi, j'ai envie de te poser la question, Robert, à quel moment dans ta carrière, que ce soit à la radio, à l'écrit, à quel moment, si tu t'en souviens, que tu t'es dit, bon, OK, là, je pense que je commence à mettre le doigt dessus. Jamais, Ben, c'est ça. parce que je souffre encore du syndrome de l'imposteur. Mais pourquoi? Je ne sais pas Parce que tu n'as pas le diplôme qui va avec. ben, j'ai le diplôme en com, en radio. Là. Bon, ben, J'ai tu quand vois, en même plus, une tu as le diplôme. maîtrise en Oui, oui. com, puis j'ai des études doctorales, puis j'ai un diplôme en histoire.
C'est que parce que je suis dans un blog, je suis plus dans un gros média. Fait que donc, automatiquement, il y a comme je me sens comme diminué, même si c'est ridicule ce que tu dis là, mais je me sens comme diminué parce que la radio est un médium plus naturel pour moi. Je suis beaucoup plus à l'aise à parler qu'à écrire, même si j'écris dans des revues, là, entre autres sur le patrimoine. J'écris depuis une vingtaine d'années, mais pour moi, écrire un texte, c'est quelque chose qui est violent, qui me fait mal. Hmm. Tu sais, m'a passé, là, j'ai fini d'écrire ma chronique BD, mais je vais passer l'entrevue finie, puis je vais passer jusqu'à 6 heures à le réécrire pour que je sois Mhm. exactement les mots que je veux. Parce que j'ai aussi des habitudes d'écriture qui fait que j'aimerais ça briser mes automatismes, briser les tournures de phrases que je réutilise tout le temps. J'essaie de me réinventer constamment, que je ne réussis pas tout le temps, puis que je réussis même que très rarement. Mais ça fait partie de moi, ça. Je connais plein de journalistes qui réécrivent le même article, la même critique depuis 30 ans, puis c'est bien correct pour eux autres, il n'y a pas de problème, là. Puis qui se sentent investis d'une mission, puis dire, gars, moi, je suis à ma place. Mais c'est un problème qui me prendrait une thérapie. Je ne me suis jamais senti à ma place nulle part. Je te l'ai dit tantôt, j'ai le cul entre deux chaises, j'ai toujours été un outsider. J'ai jamais été dans une gang et j'ai jamais voulu être dans une gang en plus de ça, ce qui était mon grand malheur. Ça fait que j'ai toujours travaillé en solitaire, comme un loup solitaire, tout simplement. Je Ouais. fais mes petites affaires, puis j'ai comme ce besoin de me remettre en question constamment. Alors, est-ce que j'ai assis ma réputation de critique BD? Moi, de savoir qu'elle va mourir. Là, m'a dire, oui, OK, là, j'ai fait une bonne job comme critique Ouais, mais BD. moi, je pense que. Ce que je Ouais. sais, par exemple, c'est qu'en Europe, ça fait un peu prétentieux de dire ça. Ce que je me suis aperçu, c'est qu'en Europe, du côté français, c'est un petit peu respecté, là. Ben Ils oui, ton connaissent travail mon est. nom. Ben oui. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis là parce que moi, je suis à la même place que toi. Tu sais, je les connais, mes tics d'écriture. Puis Dieu sait que des fois, je relis un papier, je fais ah shit, je suis retombé dans le maudit piège de mes pantoufles. Puis tu sais, j'essaie de combattre ça. Puis l'écriture de livres, pour moi, parallèlement à mon travail de chronique, ça m'aide vraiment beaucoup parce que ça me botte les fesses. Mais bon, en même temps, s'il y a beaucoup de souffrance, tu sais, tu parlais de souffrance à l'écriture, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est tellement tough faire ça. Euh, Mais quand c'est pas naturel comme exercice, tu sais, parler, il n'y a pas de problème. Je donne des cours à l'université pendant 3 heures, là, puis il faut que les étudiants m'arrêtent pour prendre une pause, là. Moi, je suis capable de parler pendant des heures. Ça, c'est pas un problème. Écrire, c'est dur. C'est ben dur oui. parce que j'avais un mauvais français, parce que je fais beaucoup de fautes, parce que ça a pris du temps avant que je trouve un modèle, parce que je lis beaucoup les autres auteurs. J'aime beaucoup la musicalité, même si je ne suis pas d'accord avec tous ces polars. J'aime beaucoup la musicalité d'une Fred Vargas, je Oui, devrais oui, oui, dire. oui. C'est c'est le, c'est le type de musicalité dans les phrases que j'aimerais atteindre. Euh, pour moi, c'est important le son qui sort d'un texte. C'est pour ça que j'aime autant les bandes dessinées de Philippe Girard, où tu parlais de Left Hand tantôt. Ils ont des côtés musicaux dans dans leurs mots, dans leur montage, dans leur dessin, qui fait que c'est pas une. Et pour le dernier, Tristan Canel aussi, je disais que Tristan Canel, il compose des symphonies avec plusieurs textures, et c'est ça qui me rend sensible. C'est quelque chose qui me touche, ça. Et quand j'écris, j'essaie de retrouver cette musicalité des mots-là. Je trouve en général, le journalisme au Québec est rendu trop un journaliste de fonctionnaire, c'est-à-dire on a des phrases quasiment écrites toutes pièces. On a comme tout enlevé le côté musical qu'on retrouve dans des textes en Europe. Ou tu sais, mettons comme un Foglia Oui, exactement, c'est oui. ça. C'est vrai que. Puis on vit aussi dans un monde où tu as des journalistes, puis tu as des donneurs d'opinion, puis des donneuses d'opinion
qui eux, prêchent, prêchent de l'autre côté dans l'excès de la métaphore, puis du superlatif, puis tu sais, c'est comme donner une. Tu sais, les gens qui ont les mains moites, Robert, là, tu sais, tu donnes une poignée de main à quelqu'un qui a une main moite. C'est l'impression que ça me fait quand je lis ces gens-là. Puis, tu sais, Dieu sait que on doit composer, peut-être moins, toi, dans tes plateformes au niveau des blogs, mais tu sais, tu le sais, dans la presse écrite, tu dois composer avec un nombre de feuillets ou un espace défini. Donc, tu dois travailler avec cette contrainte-là. Mais de se prêter à l'exercice d'essayer d'écrire un texte qui rend justice non seulement à l'œuvre dont il est question, mais aussi à l'écriture, à l'acte d'écrire. Parce que oui, il faut que ce soit plaisant. Je trouve que les médias sociaux, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais les médias sociaux, ça a complètement évacué cette espèce d'idée-là de lire pour le plaisir de lire. Là, Oui. maintenant, c'est des statistiques. Quand on parle d'un film, la première chose dont on parle quand on parle d'un film, à part les vedettes qui sont au générique, c'est les entrées en salle. Mais moi, je m'en torche le cul des entrées en salle. Qu'un film ait fait tant de millions, j'en ai rien à cirer. Il est question de quoi dans ce film-là? Puis, tu sais, mettons, j'ai lu une critique là, du dernier Wes Anderson. Puis là, on revient toujours avec la même chose. Ah, les plans sont centrés. Oui, on le sait, ça. Mais encore. Pousse plus loin. Pousse. Tu sais, mais ça, on n'a plus ça dans la presse. On n'a plus ça, une clip à la radio de ça. Tu sais, pour moi, tu sais, le décès de René Aumeroy, évidemment, c'est bon. Ce qui est terrible là-dedans, c'est que c'est une voix qui s'éteint. Et c'est quelqu'un qui avait une très grande capacité d'écoute. Tu parlais d'écoute tantôt, qu'on soit d'accord ou non avec ses critiques. Lui aussi n'était pas à l'abri de certains a priori. Hein. René Aumeroy, il n'aimait pas la bande dessinée. Qui a eu à Culture Club Michel Rabagliati comme collaborateur sporadique, ça tient du miracle. Mais c'est parce qu'il a aimé Paul, tu comprends? Mais Oui, ce gars-là avait des yeux, avait des oreilles au-delà de la culture. Et cette volonté à son tour, de peaufiner un objet qu'il offrait aux gens. Et moi, je retrouve ça. Tu sais, je te lis dans ton blog, c'est du livre et du bon. Puis je le sens, je le vois, ton souci d'écriture. Et quand tu disais tantôt que les gens en Europe reconnaissent, et là, je vais le dire, reconnaissent plus ton travail que les gens d'ici, je le comprends. Et je te confirme, tu sais, l'année passée, moi, je suis allé couvrir le festival d'Angoulême avec Marc Tessier en 2025. Puis, à ma grande surprise, quand je suis arrivé là-bas, j'ai croisé des collègues, Damien de Comic Strip, Fred Michel, etc. Et ils connaissaient mon travail. Je me disais, mais comment ça qu'ils connaissent mon travail? Comment ça qu'ils connaissent le travail de Robert? Ben parce qu'on se donne la peine de travailler et qu'on produit beaucoup. Parce que ça, oui. c'est l'autre chose, Robert. C'est que tu produis beaucoup. Euh, et produire beaucoup, c'est une chose. Produire de la qualité, c'en est une autre. Et je pense que le fait que ton travail soit davantage reconnu, lu là-bas, je pense que c'est symptomatique, ça, d'un écosystème local qui est malade. Si tu n'écris pas dans Le Devoir, puis j'attaque pas du tout François Lemay, que j'aime d'amour, mais si tu n'écris pas dans les institutions comme Le Devoir ou la presse, ou mettons à l'époque Urbania, je ne sais plus ce que ça vaut maintenant Urbania, je ne suis plus très au fait, mais si tu n'es pas dans cet écosystème-là, ben là, tout à coup, c'est moins intéressant. Puis les gens ne font pas l'effort non plus, puis ils recherchent le clic. C'est dommage parce qu'il s'est passé quelque chose au Québec, puis toi, tu l'as vécu. Toi, tu étais aux premières loges parce que dans les années 2000, quand tu avais ta tribune à la presse, que tu animais ton show à la radio, tout d'un coup, on s'est mis à parler de bande dessinée québécoise, là, avec fort du succès de La Pastèque, de Michel Rabagliati, de l'arrivée de Pau, de toute la deuxième vague, tu sais, Pau, mauvaise adresse, voyons, qu'est-ce que je dis là, mauvaise tête, nouvelle adresse, je fais tout le temps ouais. Tout à coup, les valves se sont ouvertes.
Puis là, on se dit, ah, donc là, ça s'ouvre, donc ça va être intéressant. Puis non, en fait. En fait, il y a eu comme une espèce de panne où des. Tu sais, pour moi, Robert, qu'un gars comme toi ait pas ma tribune au Journal de Montréal. Tu sais, tu parlais du syndrome de l'imposture tantôt, de l'imposteur tantôt. Moi, je l'ai par rapport à toi, Robert, parce que je me dis, mais pourquoi moi j'ai cette tribune-là et pas lui? Comment se fait-il que ce gars-là n'a pas une tribune à la presse, au devoir, dans une radio? Comment se fait-il? Et tu sais, le balado qu'on enregistre actuellement, Robert, là, je les ai, mes statistiques. Sais-tu où il est écouté, mon balado? en Europe. En Europe, aux États-Unis, puis en Asie. Canada, Québec, là, c'est en bas de la liste. Je fais pas ça pour être écouté par les gens d'ici. Je fais pas ce travail-là pour qu'on me tape dans les mains, puis qu'on me tape dans le dos, puis qu'on me dise que je suis extraordinaire. J'ai des enfants, j'ai une épouse et j'ai des chiens. Je suis couvert, ça va. J'ai tout l'amour dont je peux espérer avoir. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi, Robert, l'écosystème au Québec ne soutient pas ce travail-là, à trop chercher le clic, puis à trop chercher la reconnaissance de certaines institutions. Ça fait en sorte que le mur s'en vient, que personne ne le voit, et il s'en vient le mur. Moi, je vais perdre ma tribune au Journal de Montréal. Quelle est la prochaine tribune qui va tomber? Moi, je te dirais, on va faire un retour en histoire. Je pense que c'est emblématique du rapport du Québec avec sa culture. Ben oui, C'est-à-dire que forcément. au mois de juillet, on a pleuré la mort au mois de juin. Au mois de juin, on a pleuré la mort de Serge Fiori. Mhm. Moi, j'étais à CISM des années 90. C'était honni de faire jouer du harmonium. On s'est fait barrer. Comme un harmonium, c'est fini. Pourquoi? On avait tout racheté cette culture-là. Il fallait être Ouais. dans la culture du moment. Le moment, à l'époque, c'était un peu le son de Manchester. On pense aux Happy Mondays, aux Charlatans UK. Ouais. Beaucoup le grunge. Il fallait être toujours à la mode. Et si on regarde du côté Ouais. québécois, j'irais plus loin, je dirais même du côté francophone, il y a toujours cette idée-là de rejeter le passé. Alors que si tu regardes du côté anglophone, quand, euh, euh, quand Dépêche Mode, ils ont refait Road 66, la vieille tune des Rolling Stones, qui était Mhm. même une vieille tune de blues, il n'y a personne Ouais. qui a dit qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Il n'y a personne qui a dit c'est épouvantable, ils refont des vieilles affaires. Ici, il y a ce besoin-là de dire, de faire toujours une rupture avec le passé. Puis soudainement, 40 ans après, on se rappelle l'harmonium, tout le monde pleure, tout le monde dit que l'Heptable, c'était le plus grand album que l'univers a jamais créé, là. On est vraiment dans cette idée-là, on rejette tout le temps le passé. C'est peut-être à cause de notre histoire, du traumatisme de la conquête, du fait que le peuple francophone au Canada a toujours quelqu'un qui est un peuple qui s'est toujours adapté à ceux qui étaient en majorité là. Ouais. Mais là, un Mais moment là, de. Ouais. mais tu sais, tu pourrais faire un parallèle aussi avec la BD. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais été au lancement du Festival de BD de Montréal. Il m'avait demandé, j'étais invité sur un panel là, avec Mhm. deux autres chroniqueurs que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam et qui sans doute n'en font plus maintenant, là. Et eux autres, ils se pâmaient devant le boom de la BD québécoise. Ils étaient tous excités, tata. Puis moi, je leur avais dit, on met des freins, on va attendre. Est-ce que c'est un vrai boom? Est-ce que c'est un vrai mouvement de fond ou ça Mhm. va durer 2, 3 ans? C'est Je ça. l'entends présentement, là. Je l'entends sur la musique country. Il y a un boom de la musique country. Mon mémoire de maîtrise, je l'ai fait sur la musique country. Alors, des booms de musique country au Québec, là, j'en ai connu deux puis trois. Fait Mhm. qu'on va s'entendre, là. C'est peut-être juste un phénomène de mode qui part du plateau Mont-Royal. Tout le monde dit qu'il aime la musique country. Puis dans 2 ans, 3 ans, personne ne va s'en rappeler, là. Même si c'est une musique qui nous accompagne depuis toujours et qu'une partie de notre chanson, je pense à Beau Dommage, a été influencée par le country. Mhm. Alors, il y a un peu ça, là. Je pense qu'avec le temps, on s'emballe trop vite. Oui, il y a un mouvement de BD qui est intéressant, puis il se passe quelque chose de fun, mais les œuvres les plus intéressantes, souvent, elles passent sur le radar, là. Je pense entre autres à la BD sur la chasse-galerie, qui est absolument fabuleuse, là, qui était d'une drôlerie incroyable et qui renouvelait tout le conte traditionnel pour s'arranger sur des espèces de phénomènes, là. Là,
Mais je ne veux pas dire que c'est un phénomène, puis je l'aime beaucoup, Michel, puis j'aime beaucoup Paul. Mais il y a une espèce de phénomène autour de Paul qui fait que tout le monde aime Paul, mais personne ne va aller ailleurs. Et tu sais, il y a des gens comme Raymond Parent, là, qui fait de la BD depuis les années 60. Là. Ils continuent à en vivre, on n'en parle jamais. C'est sûr que c'est pour les enfants, mais on a tout racheté comme une partie de notre C'est sûr. héritage Ben pour oui. s'arrêter qu'à trois, quatre BD que on s'est réveillé sur Samuel Quentin, mais ça faisait des années que Samuel Quentin faisait de l'excellent travail. Tu sais. Ben Euh, oui. Ben oui. Ben oui, écoute, j'abonde totalement dans ton sens. C'est-à-dire c'est que, notre mémoire qui fait défaut. On est un peuple d'Alzheimer. ouais, en tout cas, c'est dur de. Tu sais, on pallie comment à ça, Robert? Tu sais, moi, puis bon, d'ailleurs, tu as écrit un extraordinaire papier sur mon livre Pierre Fournier, le capitaine Québec. Puis le papier est extraordinaire, pas parce qu'il y a des fleurs qui sont lancées, parce que ça, moi, je m'en fous, mais parce que tu as remis l'œuvre dans son contexte et tu as remis le créateur, Pierre Fournier, dans, dans son contexte, dans notre histoire à nous. Et je me suis dit, voilà quelqu'un qui a lu mon livre d'un bout à l'autre et qui a fait son travail. Et je sais ce que c'est faire ce travail-là parce que j'essaie de le faire au meilleur de mes capacités et que je l'apprécie quand je le vois. Et tu sais ce qu'on m'a dit, le livre de Pierre Fournier? On m'a dit, il y a des gens qui m'ont dit, ah ouais, c'est cute, hein, l'histoire du Québec. Hmm. Mais c'est quoi, toi, tu veux juste qu'on parle de trucs tendance? Tu sais, le phénomène Star Academy, moi, j'étais aux premières loges de ça parce que quand je faisais de la télévision à VRAC, Julie Snyder, qui produisait l'émission sur laquelle j'étais, qui était littéralement sur le bord de la faillite, a lancé Star Academy. Alors moi, je l'ai vécu, là, la montée de Star Academy, et là, c'était tout le monde parlait juste de ça. Là. Puis là, un tel gagne, puis il sort un album, puis 6 mois plus tard, ce disque-là, il est où? Il est dans les ventes de garage, puis il est dans un bac à l'échange. Puis aujourd'hui, 25 ans plus tard, plus personne s'en souvient. Alors, oui, on a un problème de mémoire parce qu'on n'est pas capable de s'enraciner et on est tellement à l'affût de la nouvelle patente. C'est comme les enfants, Robert, tu sais, à Noël, tu leur donnes des cadeaux, puis ils veulent jouer avec la nouvelle patente, puis 10 jours après, c'est fini, ils veulent la nouvelle patente encore, tu sais. Alors que, et ça, ce que ça fait, c'est que soit, dans le meilleur des cas, on découvre des gens sur le tard. Tu sais, Samuel Quentin, toi et moi, on en a parlé dès le jour 1. Parce que quand tu as un Samuel Quentin entre les mains, le premier, tu fais, t'as peu, il se passe de quoi? Il y a une voix, là, il y a quelque chose, là. Puis là, ben, on prend notre bâton de pèlerin, puis on essaie d'en parler, puis de faire du bruit autour de ça. Tant et aussi longtemps qu'on n'en parle pas dans deux, trois institutions clés, là, là, tout à coup, ça devient intéressant. Et je trouve que le travail manque de soutien dans l'écosystème. C'est pas parce que tu as une tribune dans un blog qu'elle a moins de valeur, cette tribune-là, qu'au Devoir, la presse, le Journal de Montréal ou Radio-Canada. Ça, c'est un système de valeurs qui, à mon sens, est complètement erroné. Parce que ce qui prime, c'est le contenu et comment on parle de quelque chose. Ouais. Tu sais, je sais que tu as beaucoup aimé cet album-là, puis peut-être que je terminerai cette discussion-là là-dessus. Le poids de nos traces de Julien Poitras chez Moël Graphique, qui est un des albums de l'année, assurément, puis j'irais même plus loin que ça. Tu sais, c'est un album d'une force de frappe. Euh, je sais que Lemay en a parlé dans Le Devoir, me semble-t-il. Euh, Toi, évidemment, tu en as parlé. Moi, j'en ai parlé dans ma tribune des libraires, mais cet album-là, là, est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il est un peu passé sous le radar? Trop passé sur le radar. Il est passé en dessous de la terre, même. Il est au niveau du métro, là. C'est une œuvre majeure, là. Euh, c'est une œuvre. Moi, j'ai beaucoup aimé la première histoire. Euh, c'est une œuvre qui nous amène ailleurs, là. Et pour moi, c'est un livre, là,
qui amène la BD ailleurs, tu sais, qui essaye de faire exploser le médium. Mais je trouve que le problème, c'est que, pour venir avec ce que tu disais, le problème, c'est que, et c'est le problème des grands médias en général, c'est qu'on parle tous de la même affaire. On parle du dernier film ou de la dernière série Hum, sur Netflix. hum, Et le hum, lendemain, on passe à autre chose. hum. Dans un monde idéal, le devoir devrait couvrir tel type de BD, mettons le poids des traces. La presse devrait couvrir tel autre type de BD plus mainstream, moins expérimental. Le Journal de Montréal, peut-être des BD plus populaires. Mais Mais là, pourquoi? Mais encore là, Robert, pourquoi? Moi, j'ai envie de rebondir là-dessus puis de dire, encore là, on est du domaine de la chapelle. oui, mais ça serait juste pour offrir une pluralité des voix, une Ouais. pluralité Oui, je comprends. Oui, oui. de regard de la production. Ça ne veut pas Ouais. dire que le Journal de Montréal ne peut pas en parler, là. Mais moi, ce que je reproche aux médias, puis je suis d'accord avec ça, avec ce que tu amènes, effectivement, on reste dans les chapelles, mais ce que je reproche aux médias, c'est de tout parler de la même affaire, parce qu'ils regardent constamment ce que le voisin parle. Céline Dion va faire un concert à Paris là, pour les Olympiques. Tout le monde va parler de ça. C'est à qui va le dire le premier? Ouais, mais Et ça, si 17 ouais. personnes, 17 médias parlent de la même BD, à quoi ça sert? Surtout si les 17 médias me disent la même affaire, puis qu'ils me reprennent l'intégrale du communiqué de presse. Tu sais. Là, je me dis, écoute, là, tu ne me donnes pas plus envie de lire, il n'y a pas de version différente, j'ai 17 fois la même version. C'est c'est ça, ça me fatigue beaucoup, qu'il n'y ait pas de travail, que les critiques n'essayent pas de se différencier des autres critiques. Tu sais. Moi, j'ai lu les critiques. Tu sais. Avant de critiquer un album, je regarde ce que les Ah oui, critiques tu ont fais ça, dit. toi. Oui, oui, ben, je vais dans certains sites que je consulte, là, comme BDGest ou BD Ouais. Tech, des trucs de même. Là, je regarde qu'est-ce qu'ils disent. Puis là, je me dis, ah, OK, la façon dont ils l'amènent, je n'avais pas pensé à ça. OK, OK. peut-être qu'il faut que j'affine ma réflexion aussi. Tu sais, elle ne m'influence pas, mais elle m'amène à pousser plus loin ma critique. Mais quand je regarde des critiques de médias au Québec, ben, de toute façon, en 250 mots, tu ne peux rien faire, là, à peu près. Là, Hmm. exagérons pas. Ce n'est pas les 4 lignes dans la presse qui vont te pousser bien loin à faire de la critique. En fait, moi, ce que je trouve, c'est qu'on traite tout le temps de la même chose. Tu sais. Je me dis, si au moins chaque média respectait son public, au moins on aurait une diversité dans les œuvres qu'on traite. Tu sais. Mais là, on traite juste de la même affaire, tout le temps le même truc, on rapporte rien. Puis le lendemain, on s'en souvient plus. Puis les gens, tu me parlais des communiqués de presse tantôt. Moi, je me rappelle, il y a un grand musicien africain, parce que j'ai été longtemps critique de World Beat aussi, à la Hmm. presse et dans d'autres magazines. Il y a un grand musicien africain qui s'appelle Ray Lema, qui est mort maintenant. Et puis dans le communiqué de presse d'un de ses albums, c'était marqué le Eric Clapton. Mettons, il venait du Burundi, là, mais je ne sais Hmm. plus de son pays. L'Eric Clapton du Burundi ou l'Eric Clapton africain. Puis la journaliste de Radio-Canada reprend ça. Non! Quelqu'un qui écoute ça, il va se dire c'est du Eric Clapton. Mais quand tu écoutes ça, c'est africain. Ça ne sonne pas Eric Clapton, pas en tout. C'est pas la même musique, c'est pas la même construction musicale, c'est pas le même son. Pourquoi vous avez pris cette référence-là? Et pourquoi la journaliste, elle n'a pas pris la peine d'écouter le disque? Se dit, ça n'a aucun bon sens ce qu'elle raconte, c'est Eric Mais c'est parce que c'est le Clapton. raccourci. C'est le raccourci, c'est la facilité. C'est de dire. Puis, tu sais, je peux comprendre que quand tu fais de la chronique culturelle à la radio, tous les soirs, tu es au théâtre, tu es dans un concert. Le lendemain matin, si tu es malchanceux, sinon c'est le lendemain après-midi, tu es à la radio. À un moment donné, il y a une charge de travail. Puis, ben, évidemment, il faut que tout ça rentre dans l'horaire. Mais ce n'est pas une raison pour user à outrance de raccourcis comme celui que tu cites là présentement. Il faut faire attention avec les références qu'on met, parce que des fois, c'est des références qui ne tiennent pas debout. Là. Parce que si on réécoute l'œuvre qu'on a référenciée, on va se dire, oups, c'est pas vrai, ça ne ressemble pas à ça pantoute. Là. Tu sais, moi, je lisais une BD la semaine dernière que j'ai beaucoup aimé, Le Grain de riz, que je trouvais Oui, chez Mécanique Générale, ouais. ouais, très troublante. Ouais. Et ça me rappelait une BD qui avait été faite il y a quelques années, une BD québécoise qui parlait aussi du deuil blanc. Oui, Alors, Mireille Saint-Pierre, ouais. oui, c'est ça, j'ai été Ouais. fouillé, et j'ai dit oui, c'est dans la lignée de la brume. Tu Ouais. sais, alors, ça, c'était
je considère que c'est une référence qui ressemble à. C'est une vraie référence, là, tu sais, elle est dans la Oui. même lignée que la brume. Mais je trouve qu'il y a comme une facilité de faire de la référence aussi maintenant. On fait du name dropping, on garoche des mots, on garoche des noms, ben, regardez, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Quelquefois, ça ne ressemble pas à ça, là. Mais c'est parce que selon le communiqué de presse ou le quatrième de couverture, on se dit, ah, ça ressemble à ça. Tu sais. Je pense il faut travailler ces textes pour regarder toutes ces. Moi, je travaille d'une façon bien simple, là. Moi, je travaille comme Gershwin composait sa musique. Gershwin, quand il composait sa musique, lui, ce qu'il voulait enlever, c'est toutes les fioritures Hmm. pour arriver à l'efficacité suprême. Toutes les notes qu'il mettait devaient avoir un rôle à jouer. Je fais exactement ça dans tous les textes que j'écris. Mes textes que j'écris font 1000 mots. J'essaie toujours de les réduire, à moins que ce soit une entrevue ou que j'aille 2 critiques de BD. Quand c'est juste une critique, de 1000 mots, j'essaie de passer à 800 mots. Parce que je sais qu'après 800 mots sur la toile, les gens lisent moins ces règles-là. Alors, j'élimine tout ce qui n'est pas efficace. Même si c'est des belles phrases, même si c'est des belles images, si ce n'est pas efficace, je le fais sauter. Puis l'autre truc, c'est que j'essaie de créer une atmosphère dans mon texte. C'est pas juste. J'ai trop de respect pour les auteurs pour y aller avec un texte un peu sans vie, désincarné, un ramassis d'arguments. Je veux créer une ambiance. Et je travaille beaucoup parce que l'auteur a travaillé pour créer cette ambiance. Fait que si on pense à certaines BD, des fois, je peux mettre en boucle la même chanson tout le temps que je réécris, là. Ça virer fou mes voisins. Je pense que je ne vais pas avec mon amoureuse parce qu'elle pognerait un air aussi, mais une musique qui va parfaitement dans l'ambiance que j'essaie de créer. Alors, ça pourrait être, mettons, Round Midnight, euh, que je mettrais en boucle. Puis j'essaie de récupérer toute la sonorité de Round Midnight. Quand je parle, mettons, d'une BD qui parle de Nestor Burma, où on revient avec la BD de Leftande Ouais. du Poulpe, je mets de la musique de polar français des années 50 pour essayer de me nourrir de ça et de nourrir mes phrases et mes mots de ça. Pour que, bon, le lecteur ne le sait pas en lisant ça, mais moi, je le sais. La BD, il y a une excellente BD qui est faite sur je pense que c'est Slava qui l'a faite, qui est sur deux jeunes arnaqueurs qui se retrouvent dans la Russie après que le communisme soit tombé, puis ils essayent de voler des trucs à des mines, ils essayent d'arnaquer tout le monde, puis ils se font ramasser par la mafia. Il y a 2 tomes, on attend la conclusion. C'est très, très bon comme BD chez Dargaud. Mais en travaillant sur cette BD-là, sur ces 2 textes-là que j'ai faits, je mettais de la musique punk russe de la fin du communisme pour bien vivre pour bien représenter, refléter une société qui s'effondre. La société russe qui s'effondre quand Gorbatchev remet le pouvoir là, Ouais. à Boris et à ses amis. Moi, je trouve que ça m'aide. Et là, c'est sûr que c'est pas tous les auteurs, c'est pas tous les critiques qui travaillent de même là aussi. Là. Alors, je n'ai pas tout à fait répondu à ta question. Moi, ce que je veux, c'est de la diversité dans les médias, qu'on ne parle pas tous de la même chose. Et je suis d'accord avec toi, il y a une espèce de paresse de vouloir être absolument être up-to-date et qui fait qu'on oublie un paquet de livres qui sont dans des gros éditeurs ou dans des petits éditeurs dont on ne parle pas. Le grain de Ouais. riz, on devrait en parler, Ouais. absolument. C'est une BD exceptionnelle. Celle que tu nous disais tantôt, Le poids de nos traces, aurait dû être parlée dans tous les médias. Euh, c'est important. La BD de la nouvelle sur l'odeur, son odeur après la pluie, Ah oui, 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 oui. Adapté du roman, là. vraiment, c'est ça, que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé dans la presse. Ça a été un 3, 4 lignes. Alors que il y a quelque chose d'extrêmement réconfortant dans cette BD-là. Il y a une ambiance fabuleuse qui est créée par Minuera, qui doit être soulignée, là. Oui, Il y a mais une encore phrase là, là-dedans qui m'a habité, là. À un moment donné, dans cette BD-là, le couple d'amis, quand la femme meurt, le père, son couple, le mari, il dit à son épouse dans son cercueil, euh,
j'avais pas fini de t'aimer. Puis c'est exactement ce que dit le héros à son chien quand il meurt, à son bouvier quand il meurt. J'avais pas fini de t'aimer. Et je trouve ça tellement beau comme phrase. Ça m'a longtemps hanté. Puis je dis à un moment donné, il va falloir que je m'en serve. Parce que c'est comme trop beau, c'est trop porteur comme phrase. Juste cette phrase-là, ça m'a comme fait chavirer dans BD, tu sais. Parce que, pas comme toi, j'ai pas deux chiens, je suis moins sensible aux chiens. J'aime mieux les poissons rouges. Ouais, ça, c'est une question de goût personnel, hein? Mais c'est à cause de Gaston, parce que Gaston, il y avait un poisson rouge. Ouais. Mais tu sais, faudrait qu'on ait plus de tribunes ou que les tribunes s'impliquent plus et diffusent davantage d'articles consacrés à la bande dessinée, ce qui permettrait de couvrir davantage. Moi, Et Robert, qui oui, nous demande qui nous demande d'être moins critique, d'être moins dans la critique et plus dans, je dirais, dans la création d'ambiance et d'atmosphère. Moi, je pense que la BD, c'est pas juste un truc qu'il faut lire, c'est un truc qu'il faut vivre. Les critiques de BD devraient devenir des expériences. Comme une lecture, une BD est une expérience. Je vire fou quand j'ai des critiques de rock and folk et des journalistes français qui font du rock. Des fois, je trouve qu'ils vont trop loin, qu'ils oublient l'œuvre ou ouais. qui rajoutent des degrés Mais qu'il ça, n'y a peut-être c'est pas. ouais, ça, c'est le danger, ça. Ouais. Mais quand, quand ils décident d'être exceptionnels, ils sont écœurants. En BD, ils sont fabuleux. Je me rappelle des vieilles critiques de Métal Hurlant et de l'Écho des Savanes. Des fois, Ah c'était un ben petit peu oui. trop loin, mais Ouais. ça restait quelque chose de le fun à lire, là. Ah oui, ça, c'est de l'ordre de l'expérience. Ça, Alors, ouais. je pense qu'il faut être à la fois critique, mais à la fois travailler le médium pour que la critique devienne une expérience en tant que telle. Donc, on parle de la BD, on parle de ce qui fait, ce qui marche pas, on parle de ses liens, mais dans une écriture qui nous donne aussi envie d'explorer la BD. Ben, tu vois, il y a quelqu'un, il y a l'auteur de bande dessinée qui est devenu romancier, David Turgeon, qui Oui. écrivait, il avait une manière très personnelle d'écrire sur la bande dessinée et je le trouvais passionnant à lire. Je le trouvais même, et je le trouve à ce jour intimidant, là. Euh, tant il a du génie, tant lire David Turgeon, c'était ça aussi, sauf que, tu sais, ça exige beaucoup de temps, de travail. Puis, dans la mesure où on souhaite, toi et moi, qu'il y ait davantage d'espace consacré à la bande dessinée dans les médias et une plus grande récurrence, ben là, il y a le jeu de est-ce qu'en 800 Ah, mots, en une journée, je peux me plier à cet exercice-là, tu sais? non, mais même dans tes critiques, tu réussis à le faire pareil. Les miennes aussi, on ne réussit pas à le faire tout le temps, puis on ne réussit pas à se rendre jusqu'au bout. En tout cas, moi, je réussis pas à me rendre jusqu'au bout Ah, de moi non où je plus. voudrais aller. Moi non plus. Des fois, je me dis, OK, je suis rendu, j'ai peut-être été trop loin, je fais du vasage aussi. Bon, ça l'arrive aussi à l'occasion, mais je pense qu'on peut concilier les deux. Je pense qu'on peut faire un texte de 500 mots qui va parler d'une BD et qui va être aussi solide qu'un texte de 1500 mots, dont peut-être il va en avoir 300 qui vont servir à rien, là. Ben oui, parce Je- qu'on est lag, parce que là, tout à coup, moi je viens du théâtre, tu parlais de Gershwin tantôt, moi je pourrais te parler de Denise Filiatro, tu sais. Je veux dire, Denise Filiatro coupe dans Molière. Ah ouais, coupe, ça, pas besoin, pas besoin, pas besoin, raccorde ça. Parce que au final, ce qu'on veut, c'est aller à l'essence. Tu sais, dans le fond, euh, c'est comme, euh, c'est comme tailler hein, une pierre, c'est tailler du diamant, c'est travailler l'angle oui, c'est pour le ça. polir, pour arriver à son expression la plus de partir de quelque chose de brut puis d'arriver à quelque chose d'affiné. Mais ça, bon, ça prend une vie, puis encore là, je... Mais peut-être parce que les critiques, et là je m'avance, moi peut-être me faire haïr, mais ça ne serait pas la première fois. Peut-être qu'un certain nombre de critiques qui n'aiment pas la BD, sinon que de façade. Parce que là, c'est présentement le fun de le dire, j'aime la BD. Ouais. Peut-être que c'est des gens qui ne sont pas intrinsèquement happés, prisonniers de la bande dessinée qu'on peut l'être, toi et moi. Tu sais, Offenbach chantait dans Je suis un rocker. Des fois, je fais d'autres choses, mais je reviens toujours au rock'n'roll. Hmm. Oui, je lis d'autres choses, mais je reviens toujours à la BD. La BD, c'est pas comme dit Richard Martineau, a déjà dit Richard Martineau, un passage pour aller lire autre chose. Là, tu sais. On est capable de lire du Milan Kundera,
Puis après ça, de lire du Henri Verne pour Bob Moran, puis de lire une bande dessinée, là. On est Ben oui, tout capable ça. de Ben retrouver oui. le même plaisir, là. Et c'est peut-être ça que c'est peut-être aussi les chapelles qui nous Ouais. enferment. Mais, Écoute, moi, Robert, je nous souhaite moins de chapelles. Je nous souhaite aussi que les gens te lisent plus sur ton blog C'est du livre et du bon. Ultimement, je souhaite que quelqu'un t'engage aussi pour te donner une tribune encore plus vaste. Euh, et c'est ça. Je nous souhaite de te lire, de t'entendre encore plus. Parce que j'ai en haute estime à la fois ta personne et ton travail, sache-le. ben, merci beaucoup, tu vas me Euh, gêner, là. c'est Tu sais que je, toujours. je suis un, Non, je non, suis non. un gars timide, là. Ouais, ouais, ben ça, c'est pas grave. Là, on est entre nous, Robert. On est juste entre nous. Et quelques Européens et quelques Américains qui nous écoutent. Robert, je te souhaite la santé. Je te souhaite encore d'inspirantes lectures. Je nous souhaite et je te souhaite plus de tribunes. C'est toujours un immense plaisir de te parler et, de savoir que je t'ai comme camarade, ça m'honore beaucoup. Robert Laplante, merci beaucoup Ben, c'est moi d'être qui te passé au micro. remercie. C'est moi qui te Et, remercie énormément. et longue vie à toi, mon cher ami. Ouais, ben, j'espère. Pour lire Robert Laplante, rendez-vous au chrisrodrigue.blogspot.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.